On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Élise a grandi avec sa mère, ses 2 sœurs et son oncle Jean, le frère jumeau de sa mère. Elle est donc très proche de lui et le considère même comme son propre père. Un jour, elle reçoit un appel de sa mère, inquiète de ne plus avoir de nouvelles de Jean. Élise se rend alors immédiatement chez lui et y fera une tragique découverte. Cette histoire s'intitule Un drame familial. Cet épisode aborde des sujets sensibles, précisés dans la description. J'ai 36 ans, je viens de Normandie du côté de Lisieux. J'ai donc 3 enfants. J'ai grandi avec des parents séparés quasiment dès ma naissance, avec un papa pas très présent pour moi. J'ai grandi plutôt avec ma maman et mes 2 sœurs du côté de ma mère. Et ma maman, elle est jumelle d'un monsieur qui s'appelle Jean. Jean, c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant et qui n'a jamais été marié. Pas par choix, parce que ils ont eu une enfance plutôt malheureuse où ils ont été maltraités, et mon oncle, lui, a gardé, même si c'est quelqu'un qui n'en parlait jamais, a gardé quand même des traces de tout ça. Il a jamais réussi à se construire dans sa vie d'homme. Par contre, à côté de ça, c'était quelqu'un... à chaque fois que quelqu'un le croisait, tout le monde disait « Oh, Jean, c'est une personne incroyable ». Il était drôle, il était bienveillant, il était très cultivé, très sportif, bricoleur, il savait tout faire. Je crois qu'il nous a tous refait nos appartements, nos maisons, c'est lui qui a monté les lits de nos enfants, Et moi, mes sœurs, c'est mes demi-sœurs du côté de ma maman, elles ont eu leur papa qui s'est occupé d'elles très bien. Je pense que Jean, il a sur moi eu ce côté, je prends un peu cette petite fille malheureuse qui n'a pas son papa. Il s'est beaucoup occupé de moi et on a eu une relation, mais vraiment, moi, c'était la personne la plus importante de ma vie. Avec ma maman, c'était très compliqué, mais mon oncle qui habitait pas loin de chez nous, qui venait très souvent, dès qu'il arrivait, c'était tous mes souvenirs d'enfance, il y a lui dedans, forcément. Et c'est quelqu'un qui faisait de la photo, et d'ailleurs, il n'y a pas une photo où je ne suis pas sur la photo dans ses albums photos. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important pour moi. Moi, je viens d'une famille où alors on n'est pas religieux du tout. Pourtant Lisieux, mais on n'est pas religieux du tout. Il n'y a pas de spiritualité dans ma famille. C'est pas quelque chose dont on parle. Pourtant, moi, j'ai toujours été attirée depuis l'adolescence, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est film, livres, parce que je lis beaucoup, séries, documentaires. J'adore ça, mais je regarde ça toujours avec un œil de fiction. Et même encore aujourd'hui, malgré ce qui m'est arrivé, j'ai toujours un recul par rapport à ça. Ma mère a toujours dit oui, bon, tout ça c'est dans la tête des gens, ou c'est psychologique, ou... Du coup, quand on me parlait de ça, je me disais oui, bon, peut-être que c'est un peu ce qu'on veut voir. Et ce qui m'est arrivé, je mets toujours un petit côté de moi qui dit est-ce que t'es sûr que tu n'as pas voulu voir ce que tu voulais voir ? Donc l'histoire, elle commence le 21 août 2021. On préparait les vacances, on partait le lendemain matin, à l'époque j'avais 2 enfants, on partait le lendemain matin avec mon conjoint en vacances, donc j'étais dans les préparatifs des bagages, qui demandent beaucoup de temps. J'étais en train de discuter dehors avec mes voisins, il faisait un temps magnifique. Ma maman me téléphone pour me dire qu'elle est inquiète parce que ils avaient un concert avec mon oncle le soir,
Et il l'avait appelé la veille pour lui dire « Écoute, je vais prendre le train de Caen à Lisieux et je t'appelle quand je suis à la gare pour venir me chercher, mais je sais pas à quelle heure j'arrive. » Donc 19h30, ma mère inquiète m'appelle et me dit « Écoute, tonton est pas là, je suis inquiète. Est-ce que tu peux aller voir ?» Et comme géographiquement je suis la plus proche, j'y suis allée. Et c'était pas la première fois que j'y allais. La première fois, je l'ai retrouvé, il avait grosse gastro-entérite. Il était au fond de son lit, mais il avait pas donné de nouvelles. Une autre fois, c'était un zona. Donc, j'étais inquiète sans être inquiète en me disant plutôt soit il y a eu un accident ou un malaise ou il est malade. Donc, on met ma fille de 3 ans dans la voiture et on y va. Donc, j'arrive en bas de son immeuble et c'est un tout petit immeuble de 2 étages. Il doit y avoir 6 appartements à tout casser dans l'immeuble. C'est vraiment un tout petit studio, hein. Ça faisait 30 mètres carrés. Il y a que 2 fenêtres. La porte-fenêtre du salon avec un tout petit balcon, la fenêtre de la cuisine. Et je vois les 2 fenêtres ouvertes. Donc je me dis déjà, il est chez lui. Donc je sonne, j'appelle avec ma voix, j'essaie d'appeler. Pas de réponse. Et j'aperçois sa voisine sur le balcon, sa voisine du dessous sur le balcon. Donc je lui demande, je lui dis voilà, j'ai mon oncle qui est là-haut, qui ne répond pas, on est inquiet, est-ce que vous pourriez m'ouvrir pour que je puisse aller voir? Donc très gentiment, elle m'ouvre. Et moi, je monte l'escalier, je frappe à sa porte. Pas de réponse. Donc je tourne la poignée, j'ai ouvert la porte de 20-25 cm grand maximum. Et je le vois vraiment dans l'entrée du studio, mais à contre-jour. Donc, je vois qu'il est là, mais en fait, je le vois comme une ombre. Et je vois qu'il est là, et je vois ses pieds au sol. Et je remonte, et en remontant, je dis « Ah bah, tu es là !» Sauf que j'ai vu sa tête qui était penchée légèrement sur le côté. Et en regardant un peu plus haut, je vois une corde autour de son cou. Donc, je referme doucement la porte. Et mon cerveau n'a pas tout de suite été frappé par la violence de la situation. C'est vraiment 30 secondes plus tard dans l'escalier où là j'ai vraiment commencé à courir, j'ai dévalé l'escalier et là il y a mon monde qui s'est effondré d'un seul coup. Et je me suis mise à hurler dans le hall d'immeuble comme dans un film. Vraiment, je pensais pas que c'était possible, mais j'ai vraiment toutes mes tripes et toute l'horreur qui est ressortie. Mon conjoint court et me dit le bouton est là, appuie sur le bouton. J'appuie, j'ouvre la porte et mes jambes me lâchent complètement. Donc je m'effondre au sol en criant, en pleurant, en disant « il s'est pendu, il s'est pendu, il s'est pendu ». C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Mon conjoint appelle les pompiers. Moi, j'appelle ma mère. Malheureusement, j'aurais préféré lui annoncer les choses plus calmement, mais vraiment dans le choc, en pleurant, je lui ai dit « je suis désolée maman, il est mort ». Ma mère s'en doutait, elle l'a senti. Alors est-ce que c'est le lien jumeau, mais elle a senti qu'il y avait quelque chose. On tombait pas de l'armoire non plus. On l'a beaucoup protégé, on l'appelait souvent, mais le Covid lui a fait beaucoup de mal. On sentait depuis quelque temps qu'il était pas bien, mais comme il parlait pas, il se confiait pas, il bottait en touche à chaque fois. On a essayé de protéger ma fille de 3 ans qui était dans la voiture. On l'a laissée dans la voiture comme une bulle de protection. On lui a mis un dessin animé sur le téléphone, chose qu'on fait jamais. On a appelé mon beau-père, donc le père de mon conjoint, qui vienne chercher notre fille, parce qu'on avait le grand à la maison. Pendant que les pompiers sont arrivés, mon conjoint a dû monter pour vérifier le corps avec les pompiers. Moi, je me suis enfermée dans la voiture pour pleurer, pour appeler ma sœur. J'ai malheureusement appelé ma sœur qui m'a répondu en haut-parleur. Ma nièce avait 11 ans. Et j'ai crié à ma sœur, il s'est pendu, il s'est pendu. J'ai traumatisé ma nièce, je suis encore désolée. Après, ça a été tout un enchaînement. Ma sœur est allée chercher ma mère. Elles sont arrivées à l'appartement. Il fallait qu'on attende la police judiciaire pour vérifier et le médecin légiste afin de vérifier que c'était bien un suicide. Donc ça a été très long parce que la police judiciaire avait déjà malheureusement un autre suicide dans la ville et ils étaient déjà en train de constater un premier suicide. Donc le temps que le médecin légiste fasse les papiers, tout ça, après ils sont venus. Il était 20h quand je l'ai découvert. Le corps est parti vers minuit à peu près. Et nous, on est allés au commissariat, ils nous ont appelé pour qu'on aille pour que j'aille moi témoigner à 3h du matin. Et nous, on a voulu vraiment attendre jusqu'au bout qu'ils partent. Et alors moi, tout le temps que la police et même les pompiers, tout le temps que je savais qu'il n'était pas décroché, j'étais dans un état de colère. D'ailleurs, j'ai refusé que les pompiers me touchent, ils voulaient vraiment m'ausculter, j'ai fait non, vous me laissez tranquille. Je dis décrochez-le s'il vous plaît, le laissez pas là. Moi, j'avais besoin qu'il ait de la dignité et qu'il soit allongé dans son lit, quoi. Le lendemain, du coup, on n'est pas parti en vacances. On est allé avec ma mère et ma sœur à l'appartement. J'ai réussi à joindre mon autre sœur qui était en montagne à ce moment-là, qui rentrait de vacances.
Ma mère et ma sœur, donc toutes les trois, nous sommes allés à son appartement. On a commencé à trier des papiers pour les pompes funèbres. Moi, j'ai voulu lui choisir des vêtements aussi pour les pompes funèbres, pour la chambre mortuaire. Donc on a commencé à chercher et c'est là que les choses ont commencé. Je me suis assise sur son canapé, je suis en train de trier des papiers et j'avais face à moi sa porte d'entrée. J'ouvre un papier, je lève la tête, la porte d'entrée était ouverte de 20-25 cm. Peut-être ma sœur l'a pas fermée, peut-être c'est ma mère, peut-être un courant d'air, on avait ouvert les fenêtres. Je me lève, je vais fermer la porte et je me rassois et je continue. Et je relève la tête et à nouveau la porte est ouverte. Donc je referme la porte, je ferme les fenêtres et je vérifie que la porte est bien, en Normandie on dit clenchée, je ne sais pas comment, est bien enfoncée. Et je me rassois et la porte s'ouvre. Alors là je demande à ma sœur, je dis veux-tu bien s'il te plaît fermer la porte ? Elle n'arrête pas de s'ouvrir et ça me perturbe. Et puis c'était toujours le même 20-25 cm d'ouverture. Ma sœur me dit oui c'est bizarre, doit y avoir un jeu, on est vraiment cartésien de cette famille, doit y avoir un jeu avec cette porte, elle ferme, elle vérifie que c'est bien fermé. Et la porte se réouvre. Et je la vois jamais s'ouvrir vraiment, c'est quand je relève la tête, je m'aperçois qu'elle est ouverte. Au bout d'un moment, je laisse tomber. Je dis on va la laisser ouverte, de toute façon je suis pas en état de batailler avec une porte. Mais c'est quand même étrange. Et puis on finit ce qu'on a à faire, on quitte l'appartement et on va aux pompes funèbres pour voir mon oncle. Ma mère insiste en me disant écoute, il faut vraiment que tu partes en vacances et tu reviens pour l'inhumation. Tes enfants ont besoin que tu partes en vacances avec eux, c'est déjà assez difficile même pour eux. On s'appelle tous les jours pour que tu prennes aussi les décisions. Ma mère a bien compris l'importance pour moi de prendre des décisions. Et puis moi, de toute façon, je voulais décharger ma mère, parce que ma mère, elle est encore aujourd'hui complètement ravagée par tout ça. Ma mère, elle a perdu l'homme de sa vie, elle a perdu la moitié d'elle-même, en fait. Et donc, pendant les vacances, on s'appelle tous les jours avec mes sœurs, et je demande, innocemment, vous avez réglé l'histoire de cette porte ? Parce qu'à ce moment-là, je suis encore dans un problème de jeu au niveau de la porte. Peut-être les pompiers, la police l'ont un peu malmené. Je suis encore dans quelque chose de très, très commun, quoi. Ma sœur me dit, mais il n'y a pas de problème avec la porte. Alors je lui dis, bah si, elle s'ouvre, cette porte. Et ma sœur me dit, non, elle s'ouvre pas. Bon, bah alors je laisse tomber. On rentre de vacances le jeudi soir. L'inhumation était le vendredi après-midi. Donc le jeudi soir, je vais le voir aux pompes funèbres. Et c'était très bizarre d'ailleurs parce que à chaque fois que je suis allée le voir, il y a quelque chose d'étrange qui m'a pas sauté aux yeux tout de suite. C'est que j'étais toute seule avec lui et j'avais cette sensation, c'est pas la première personne que je vais voir dans une chambre mortuaire. J'avais cette sensation qu'à tout moment, il allait ouvrir les yeux et me regarder. Et j'avais l'impression de ne pas être toute seule dans la pièce. Il y avait quelqu'un avec moi dans la pièce. Et à chaque fois, j'avais des choses à lui dire et à chaque fois, j'avais peur que d'un seul coup, il se relève ou que d'un seul coup, on m'attrape. Je sais pas pourquoi il y avait cette force-là. Et sur le moment, j'ai mis ça sur le compte de, je pense que c'est normal, ça doit faire ça à tout le monde. Mais c'est pas la première personne que je vais voir et ça m'avait pas fait ça la dernière fois. Donc l'inhumation se passe, donc très douloureuse et très difficile. Il y a eu des très belles choses qui se sont passées. C'était dur. La réception après l'inhumation se fait à la maison. Et dès le lendemain, on retourne chez lui pour continuer. Là, pour le coup, il fallait trier les affaires, se débarrasser de certaines choses, se partager d'autres choses, les souvenirs. Après l'inhumation, on est quand même un petit peu moins... Alors, on est dans le chagrin, mais on est moins dans la grosse douleur. Je pense que l'inhumation peut faire aussi sur les gens. Des fois, on peut commencer notre deuil, on est moins dans le choc. Bon, ma mère est complètement dévastée, donc moi, je prends sur moi pour ne pas aller mal et je prends ma mère en charge. Ça a complètement changé notre relation avec ma mère. On était très conflictuels jusqu'à cet instant et depuis, on est très fusionnels. On retourne tous les jours à l'appartement, des fois avec ma mère, des fois sans ma mère, parce qu'on l'a laissé se reposer aussi. Et cette porte s'ouvre à nouveau de 20-25 cm. J'ai le dos tourné, je me retourne. Cette porte est ouverte. À un moment, ma sœur réalise, elle dit « Oui, la porte, elle s'ouvre. C'est bizarre, la porte, elle s'ouvre. Ça le faisait pas avant. » Et moi, je garde pour moi les choses. Parce que j'ai bien senti que d'une, c'était pas le moment. Et que deuxièmement, on n'est pas ouvert à ça dans ma famille. Mais moi, je commence à me poser la question. J'en parle à mon conjoint tous les soirs. Et il me dit, c'est étonnant parce qu'elle s'ouvre vraiment de la même dimension que quand toi, tu l'as ouverte. Et on dirait qu'il a pas envie que tu sois là.
On dirait que c'est bon, t'as eu ta dose, va-t'en. Et moi, je laisse cette porte tranquille, tant pis. Mais j'ai pas d'explication. Et quand moi je n'y vais pas, la porte ne s'ouvre pas. Quelques semaines plus tard, on fait l'état des lieux. Il était locataire depuis... Moi, je suis née, il habitait déjà dans cet immeuble-là, donc il était locataire. On fait l'état des lieux de sortie. Et à un moment, l'agent immobilier nous dit « on va aller voir la cave ». D'accord, on descend toutes les trois, on va voir la cave. Et moi, je reçois un coup de téléphone à ce moment-là, donc je sors, je suis devant l'immeuble, je réponds. Ma mère et l'agent sont déjà remontés. Et au moment où moi, je remonte, la porte était grande ouverte. La porte, elle claque juste devant moi pour pas que je rentre. Donc ma mère essaye de tourner, d'ouvrir. Moi, j'essaye d'ouvrir aussi la poignée de la porte. Elle ne s'ouvre pas. La porte n'était pas fermée à clé, elle ne s'ouvre pas. Ma mère me dit, je crois qu'on est bloqué, la porte est bloquée. J'essaye d'enfoncer la porte, ça ne s'ouvre pas. Ma mère me dit, bon écoute, je te lance les clés par le balcon et puis on essaye d'ouvrir depuis l'extérieur avec les clés. Je descends, ma mère me donne les clés et j'entends l'agent immobilier qui dit, ah, elle est ouverte la porte. Bon, je remonte, la porte s'ouvre. Et on en finit avec cet appartement, on fait l'état de lieu, on dit au revoir. Ce qui était un petit peu glauque, c'est que mon oncle, pour faire son geste, il a fait lui-même un petit trou d'un petit diamètre pour juste laisser passer la corde sur un petit pan de mur qui descendait du plafond. Il a juste fait un petit trou. Et à chaque fois que je passais là, et tout le monde, ça glissait. Donc je pense soit il a mis du savon, soit je ne sais pas, mais ça glissait. Pile à l'endroit. C'est violent. Et les policiers qui nous ont laissé la corde au milieu du salon, c'est violent aussi ça. J'étais très colère de ça. Moi, je n'ai pas voulu toucher cette corde. Je l'ai cachée dans un coin avec mon pied pour pas que ma mère la voie, parce que pour ma mère... Et j'ai essayé de protéger ma mère, et c'est mon beau-frère, quand on est venu déménager, qui l'a récupérée, qui l'a mis à la poubelle. Je dis, je ne toucherai pas cette corde. C'est non. Et puis, moi, j'ai décidé de prendre les cendres à la maison. Le temps nécessaire, après on allait faire une dispersion en mer, mais le temps de la dispersion en mer, quelques mois, 3 mois. Déjà, je voulais épargner ça à ma mère et j'avais besoin, comme si c'était notre dernier moment, comme un oncle et sa nièce, mais en plus fort. J'ai gardé les cendres à la maison, je les ai posées, j'ai un buffet contre le mur et je l'ai posé sur le buffet. Et mon conjoint, lui, quand il fait du télétravail, il est assis sur la table et les cendres sont juste à quelques centimètres derrière lui. Et il a commencé à se sentir mal. Déjà physiquement, avec des maux de ventre, des vomissements tous les jours. Il commence à être de mauvaise humeur. Il est triste. Il broie du noir. Il est pas bien. Il a mal au dos tout le temps. Il a fait 12 000 examens même pour son ventre. Il a fait des scanners, tout ça, en pensant que c'était un ulcère ou quelque chose. Il n'avait rien. On n'a rien trouvé. Et il a été enrhumé tout le temps. Il avait froid. Passé son temps avec 12 000 pulls. Il avait froid. C'est un grand gaillard, mais vraiment, il était pas bien du tout. Tous les jours, il s'enfonçait un peu plus. Et un jour, il me dit, je crois que c'est les cendres. J'en peux plus de le sentir dans mon dos. On les a gardés jusqu'à fin octobre, puisqu'on a dispersé les cendres le 31 octobre, jour d'Halloween. On avait prévu d'aller en mer, en Bretagne, là où ma mère et mon oncle ont passé toutes leurs vacances d'enfance. Là où mon oncle aimait beaucoup faire de la planche à voile. On avait soit la Bretagne, soit les Hautes-Alpes, mais ça fait un peu loin, les Hautes-Alpes, et ma mère, elle est plus en état de crapahuter sur une montagne. Donc on a dit la Bretagne c'est bien, c'est 3 heures de route, c'est très bien. Donc 31 octobre, 6 heures du matin, ma mère et mes 2 sœurs arrivent à la maison. Tout est fermé, mes enfants dorment à l'étage, mon conjoint dort à l'étage, et on est dans le salon, on prend un café, un thé sur le canapé, et les cendres sont à l'autre bout du salon. Et on discute doucement, calmement, tout est calme dans la maison. Et j'ai un cadre photo avec plein de photos qui est fixé par 2 patères. Donc vraiment il est fixé, à l'époque ça faisait 5 ans qu'on était dans la maison. Il y a eu des courants d'air, on a bougé des meubles, il y a eu des portes qui claquent, il y a eu plein de choses, des travaux, il n'a jamais bougé. Et d'un seul coup, droit, le cadre tombe pile juste à côté des cendres. On a sursauté. Le cadre était juste sur le mur au-dessus des cendres. Et là ma sœur dit « Ah, je crois que tonton, il veut qu'on y aille. » Et là, on a dit, on y va. Et moi, je prends les cendres avec moi et je monte dans la voiture. Et là, il s'est passé quelque chose où moi, d'un seul coup, à partir du moment où j'ai eu les cendres dans les mains, je suis tombée dans un mutisme. Je n'arrêtais pas de pleurer. J'arrivais pas à parler. Je les serrais, je les cramponnais comme si ma vie en dépendait.
vraiment. Et j'avais froid, et j'étais mal, et je pleurais, et je parlais pas. Pourtant, je suis très bavarde. Pourtant, je suis un clown dans ma famille. Je fais rire tout le monde tout le temps. Je fais des blagues tout le temps. Là, je me suis enfermée et je me suis recroquevillée sur moi-même pendant 3 heures de route. On ne m'a pas entendue. Ma mère, mes sœurs, elles discutaient, tout ça. Moi, je pleurais, non-stop. Et pourtant, je pleure rarement devant les gens, mais là, non-stop. Malgré les pauses pour aller les toilettes et tout ça. Je suis pas descendue, je suis restée cramponnée à mon urne, là. Et on arrive en Bretagne, on avait rendez-vous, je crois, à 10h avec la SNSM, qui font donc la dispersion des cendres officiellement. Et le marin me dit, il va falloir me donner les cendres pour que je les mette dans le bateau en sécurité, parce que si ça tangue un peu, ce serait bien que ça se renverse pas. Je vais prendre les cendres. Il me les a presque arrachées. Mais on aurait dit à un enfant qui veut pas se séparer d'un doudou. Vraiment, j'ai eu du mal à lui donner. Et il faut savoir que moi, j'ai très peur de l'eau. J'ai vraiment une phobie de l'eau. Donc, monter sur un bateau, pour moi, c'est une épreuve. Donc, je lâche les cendres. Je le laisse au marin qui va les ranger. Et je m'accroche sur un bout du bateau et pareil, je le cramponne. Et donc, on part en mer. Et ma mère me demande de disperser les cendres. Elle me dit, écoute, moi, je trouverais ça important que ce soit toi qui le fasses. Vu la relation que vous avez, vu que c'est toi, en plus, qu'a découvert tonton, ce serait bien que ce soit toi qui le fasses. Et là, il s'est quand même passé quelque chose d'assez spécial. Le marin tourne le bateau en disant, attendez, par rapport au vent, pour éviter que vous le preniez en pleine face, je vais tourner le bateau pour que vous puissiez disperser les cendres. Plus de vent. Pourtant, c'était octobre, voilà, plus de vent. Et au moment où j'ouvre l'urne et je disperse les cendres, je me prends une bourrasque, j'ai tout pris dans le visage et sur moi. Je suis restée inerte et j'ai éclaté de rire parce que je sais pas pourquoi dans ma tête il y a eu « Ah, la bonne blague, tonton ». Et ma sœur me dit « Ah, il t'a fait un dernier bisou avant de partir ». Et là, je vois les cendres qui volent au vent, qui s'en vont, et plus elles s'en vont, et plus je me sens légère. Je laissais partir la personne la plus importante de toute ma vie. Une fois qu'on est revenu sur Terre, parce qu'il a fallu quand même que je revienne sur Terre pour me détendre du descendre de ce bateau, là, je n'arrêtais pas. J'enchaînais les blagues. J'ai vanné ma mère qui adore ça. On va pas se mentir, ma mère adore ça. J'ai vanné ma mère sur toute la route, on a fait un petit tour dans le village, tout ça, on allait bien. Et il faut savoir que entre son décès et le jour où on a dispersé les cendres, toutes les nuits, j'ai rêvé. Et moi, je fais des rêves depuis toute petite, très vivants. Des rêves, je m'en souviens tous les matins de mes rêves. Et en plus, ils sont crédibles. Vraiment, c'est des rêves crédibles et je les vis. Et je peux raconter tous les matins en détail ce dont j'ai rêvé. Je m'en souviens des couleurs, des odeurs, des visages, des voix. Je me souviens de tout. Et là, pendant ces 3 mois, toutes les nuits, j'ai rêvé de lui. Il était là. On faisait des repas de famille chez ma mère, chez ma sœur, à la maison, des promenades. On a fait plein de choses. Et il était là. Et il faisait sa vie, comme d'habitude, sauf que, bizarrement, personne ne lui parlait. Et moi, j'osais pas aller lui parler. Et pourtant, je me souviens que dans mes rêves, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là ? T'es mort, qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi t'es là, quoi ? Et je n'osais pas aller lui parler. Et quelques nuits après la dispersion des cendres, je refais un rêve où on est là, et là il nous parle, il nous raconte des anecdotes, comme il faisait d'habitude, avec sa voix chaleureuse, comme il faisait d'habitude. Et là, à un moment, je me dis, je vais voir. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, tonton ? Pourquoi t'es là ? T'es mort. Pourquoi t'es là ? Et là, il m'a regardé, il m'a dit, je suis venu vous dire au revoir. Il me dit, peut-être je reviendrai, mais là, je vous dis au revoir. Et j'ai plus rêvé de lui depuis. C'était le dernier. Au départ, je me disais, t'as besoin d'en rêver. Je pense que c'est ton subconscient qui fait que t'as besoin qu'ils soient encore là. Mais ces rêves-là, pour moi, ils ont été réconfortants. J'avais l'impression que j'attendais presque de me coucher avec impatience en me disant, cette nuit, je vais voir tonton, c'est cool. Et je n'ai plus rêvé de lui après. Mon conjoint, lui, après la dispersion des cendres, de jour en jour, son état s'est amélioré. C'est-à-dire que de jour en jour, en presque une semaine, il avait plus mal au dos, il vomissait plus, il avait chaud, il était bien. Et il allait mieux.
Et il y croit, oui. Mais sur le moment, il se disait pas, c'est tonton ou il y a un truc. C'est après, il s'est dit, je pense que il était temps qu'il parte là. Je pense que lui, il avait besoin de partir aussi. Pour l'inhumation, j'ai fait imprimer une photo que j'ai mis dans un joli cadre pour mettre aux pompes funèbres. Et j'ai gardé ce cadre. Il est dans ma chambre, il est sur mon armoire. Je l'ai recouvert d'un drap pour pas abîmer la photo avec le soleil, la poussière, tout ça. Donc il est pas visible comme ça. Par contre, ma fille de 2 ans, depuis tout bébé, elle regarde souvent dans cette direction-là. Et elle chante. Ou alors elle regarde, elle sourit. Et un jour, je me suis dit, mais je regarde le coin de l'armoire, je fais, ah bah oui, il est là, lui. Donc, est-ce qu'il y a un lien ? Je ne sais pas. Alors, quand il est décédé, j'étais pas enceinte. J'avais tout juste arrêté, j'avais tout juste retiré mon stérilet. Et entre le moment où il est décédé et où je suis tombée enceinte, j'ai perdu 2 bébés. Je pense que mon corps n'était pas prêt. C'était trop brutal. Il faut savoir que moi, j'ai pris beaucoup soin de ma mère. Je me suis focus sur ma mère et mes enfants. Je n'ai pas pris soin de moi. Moi, j'ai fait une thérapie par rapport à ça il y a moins d'1 an. J'ai dû faire de l'EMDR pour tout revivre, tout évacuer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors là, j'en parle avec un peu les larmes aux yeux parce qu'on rentre dans le détail, mais aujourd'hui, quand je pense à lui, je ne pleure plus. Parce que quand même, avant, c'était compliqué. Mais je pense que mon corps, à l'époque, il n'était pas prêt à ce que je vive une grossesse. Et Nora s'est accrochée, malgré tout. Donc ça a été difficile de monter moi-même son berceau, sachant que c'est lui qui avait monté les berceaux de mes enfants. C'était difficile quand elle est née de me dire que je lui présenterai jamais, qu'elle ne connaîtra pas ce monsieur physiquement, même s'il y a des photos à la maison, tout ça. Mais ouais, elle regarde souvent le coin de la pièce et elle sourit souvent ou elle chante dans ce coin où il y a sa photo. Et récemment, le 15 janvier, c'était l'anniversaire de ma mère et de mon oncle, donc on ne le fête plus. On ne fête plus cette date parce que ma mère ne veut plus vieillir plus que son frère et elle est complètement fermée. On la laisse tranquille. Mais moi, le 15 janvier cette année, j'ai allumé une bougie. J'ai laissé se consumer 1 heure et demie. Je faisais ma vie dans la maison. J'étais toute seule et ma fille était à l'étage. Elle était en train de jouer dans sa chambre. J'étais toute seule avec ma fille de 2 ans. Et au bout d'1 heure, j'éteins la bougie. Et en soufflant, je dis « Joyeux anniversaire, tonton, je t'aime ». Je pose la bougie et je vais chercher ma fille là-haut. Je descends, la bougie, elle était allumée. Alors je suis restée un bon moment à regarder cette bougie, en essayant de me rappeler, t'es sûr, tu l'as bien soufflé, hein, tu t'en souviens bien de l'avoir soufflé. J'ai même regardé sur Google si une bougie pouvait se rallumer toute seule. Je suis restée un moment à regarder cette bougie. Quand mon conjoint est rentré, je lui ai raconté. Et il me dit, j'ai pas de solution là, j'ai pas de solution à te proposer. Mais voilà, en gros, ça m'a fait drôle et je me suis dit peut-être, il avait dit qu'il passerait peut-être par là, donc peut-être il est repassé par là. J'ai pas vécu plus de choses que ça. Par contre, tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu de manière, j'ai jamais eu peur, pas une seule fois. J'étais vraiment sereine avec ça. Et en même temps, c'était des choses... Alors j'étais, à part la bougie où j'étais toute seule, à chaque fois, il y avait quand même du monde avec moi. Donc je me dis, dans ma tête, je l'ai pas rêvé ça. Par contre, c'était vraiment plein de douceur. À chaque fois, c'était des signes pleins de douceur. Et ça lui ressemble beaucoup. De toute façon, c'était quelqu'un qui a été plein de douceur et plein de malice. Donc moi, je l'ai vécu de manière sereine. Et aujourd'hui encore, des fois, il m'arrive de chercher une explication là où peut-être il y en a pas. J'ai essayé d'en parler avec ma mère récemment quand je lui ai dit que je venais faire ce podcast, mais ma mère, elle s'est fermée à tout ça. Mais j'ai jamais compris pourquoi dans les films ou dans la fiction, en tout cas, on nous montre forcément les signes comme quelque chose de terrifiant, dangereux ou malveillant, alors que finalement, ça peut être aussi quelque chose de doux. Et c'est assez réconfortant de se dire que quelque part, peut-être de là où il est, de temps en temps, il vient voir les femmes de sa vie, parce qu'on est les femmes de sa vie, donc il vient nous voir et moi, ça me réconforte. Aujourd'hui, j'ai encore des doutes. Je cherche encore des explications parfois et j'ai encore des doutes. Par contre, quand une personne me raconte certaines choses, je la crois. Maintenant, volontiers. Avant, je disais rien. J'étais là, ah, d'accord. Maintenant, je la crois. Et maintenant, oui, je pense que je me dis que peut-être
il y a quelque chose que on verra le jour où on sera confronté à notre propre mort. Peut-être qu'on part pas, ou peut-être il y a une porte, peut-être il y a deux mondes qui se chevauchent, mais que c'est pas forcément quelque chose d'effrayant, c'est pas forcément quelque chose de malveillant, et que ça peut être quelque chose au contraire de permettre de moins se manquer et de pas être séparés tant que ça finalement. Ça me rassure parce que quand il est parti, je me suis sentie orpheline. Et d'un seul coup, j'ai eu l'impression que j'étais une petite fille perdue dans le noir. Et de me dire qu'il revient, ça me permet de me dire « Ah, tu prends encore soin de moi en fait. T'es encore là » et ça me rassure. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.